Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans ce 10e épisode de Sapristi. Avant d'aborder le sujet du jour, je dois te prévenir que j'ai désormais des bagues, pas aux doigts, mais juste là derrière les dents, et que c'est assez douloureux. Donc si tu as l'impression que je bute un peu sur les mots ou que j'ai plus de mal à prononcer que d'habitude, c'est normal et ça devrait s'améliorer au fil des mois. Revenons donc au sujet d'aujourd'hui. Il y a un truc qui nous tient à cœur chez Bonne Gueule de plus en plus au fil des années, et c'est ce que Benoît appelle des vêtements pas trop premier degré. En gros, que ce soit dans ce qu'on produit nous-mêmes ou dans les vêtements dont on parle d'autres marques, on aime choisir des choses qui ont un petit quelque chose en plus, une différence par rapport à leur version initiale vue et revue. Bref, dit plus simplement, on aime bien les vêtements originaux. Mais j'aime beaucoup cette expression précise qu'emploie Benoît parce qu'elle sous-entend quelque chose de très vrai à mes yeux. L'originalité, c'est pas oui ou non, c'est pas binaire. Il y a des degrés d'originalité et elle est relative. Mais du coup, l'originalité, on en parle souvent comme si c'était une évidence. Mais c'est quoi au juste, en vêtements, être original? Et puis, pourquoi est-ce que c'est bien, l'originalité? Pourquoi est-ce que c'est valorisé? Et puis, comment s'en servir? Et puis, est-ce qu'il y a différents types d'originalité? Et puis... Louis, tu seras bien gentil de ne pas utiliser le générique pour me couper dans mes questionnements existentielo-vestimentaires. Bon, du coup, on va commencer par répondre à la première question. C'est quoi l'originalité vestimentaire? Et comment est-ce qu'on la distingue de la marginalité? Par définition, la marginalité est ce qui nous place à la marge de la société. La marginalité, c'est donc la différence qui exclut plutôt que celle qui intègre. A l'inverse, le mot originalité porte en lui une connotation plus positive, ou du moins moins négative. L'originalité, c'est ce qui surprend, c'est ce qui nous distingue, c'est ce qui nous fait ressortir, mais sans nous marginaliser. Selon moi, l'originalité, c'est donc ce qui est suffisamment proche pour être familier, mais suffisamment différent pour ressortir. Et si ça te rappelle une phrase de l'épisode précédent, c'est normal, parce que cette idée d'être ni trop ceci, ni pas assez cela, c'est quelque chose d'assez central dans la mode et on ne cessera jamais d'en parler. Se distinguer et s'intégrer des instincts ancestraux. Finalement, les définitions même de l'originalité et de la marginalité nous renvoient à la nature profonde de l'homme en tant qu'animal social. Le besoin de s'intégrer est donc indéniable et il est largement admis que par le passé, il a été responsable de notre survie. Lorsque nos ancêtres s'organisaient encore en petites tribus, l'intégration sociale était le facteur déterminant pour la survie de l'individu comme celle du groupe. Celui qui ne s'intégrait pas provoquait des conflits, ne se reproduisait pas, ne pouvait pas chasser en groupe, ne pouvait pas être digne de confiance. Bref, autrement dit, pour celui qui ne s'intégrait pas, c'était la mort assurée. Nous ressentons tous donc d'une façon ou d'une autre, et peut-être à des niveaux différents, le besoin inné de s'intégrer socialement. Mais en même temps, depuis des temps sans doute tout aussi lointains, se différencier de toutes les façons possibles, tant qu'elles ne compromettent pas l'intégration, c'était aussi la clé du succès social. Celui qui s'exprime le mieux, celui qui est fort à la chasse, celui qui sait jouer de la musique, celui qui a des beaux yeux. Toutes ces différences, quand elles sont positives, nous donnent de la valeur sociale. En bref, ces deux instincts de distinction et d'intégration sont des forces opposées qui dictent en nous la marche à suivre, au plus profond de notre inconscient. S'intégrer tout en sortant du lot. Tu remarqueras d'ailleurs que cette envie de se distinguer est quelque chose qui nous touche bien au-delà des vêtements. Quand un iPhone est sorti pour la première fois en blanc, en plus du traditionnel noir, ça a été un argument de vente en plus pour celui-ci. Quand Haribo veut booster les ventes des dragibus, ils font une édition limitée de dragibus bleus. Même à l'école primaire ou au collège, tu te rappelles sans doute d'un copain qui employait toujours des expressions avant que tout le monde ne les emploie, et qui était populaire pour ça. Et perso, quand je rencontre quelqu'un, si je dis avec un peu de prétention « Je suis youtubeur sociologue de la SAP », je passe tout de suite pour un mec un peu plus intéressant que si je dis « Je suis rédacteur dans la mode ». Les liens que je fais là ne sont pas parfaits, évidemment ce sont juste des exemples. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est qu'on tient à se démarquer tant dans ce que l'on consomme, que dans les activités que l'on fait, que dans ce que l'on montre de soi socialement, y compris dans les vêtements. L'originalité, oui, mais selon qui ? Le souci, c'est que la norme des uns n'est pas forcément celle des autres, et que par conséquent, l'originalité des uns n'est pas celle des autres non plus. Concernant la fringue, selon que tu sois pointu en mode ou pas, ta vision de ce qui est original peut passer pour de la banalité totale ou au contraire de la marginalité absolue. À l'époque où je m'occupais encore du community management chez Bonne Gueule, les emails que je recevais de la part de débutants souvent disaient tous un peu la même chose.
Salut Nicolo, alors pour t'expliquer mon besoin, j'ai envie d'un style cool, un peu classe mais pas trop, j'ai envie de sortir du lot avec une pointe d'originalité mais d'être passe-partout, d'avoir un look qui fonctionne dans tous les contextes. Je caricature à peine, mais je me moque pas non plus, parce que ce qui est drôle c'est que j'ai moi-même été à la place de ce gars il y a des années. J'ai déjà vécu ce moment dans ma vie où je me suis dit, en fait, aujourd'hui je vais acheter un t-shirt vert. Non, pas gris, pas bleu, mais vert. Ouais purée, je suis un ouf en fait, je suis un aventurier du style, je suis un explorateur de la sape, moi j'adore le risque. Alors que maintenant, pas plus tard qu'hier, j'ai lu sur un petit forum de passionnés un post qui disait « Ouais non mais le pull jaune moutarde avec le pantalon bleu, c'est un peu l'association de débutants sans prise de risque. » Et le pire, c'est que je me suis surpris à être d'accord avec ce que le mec a posté. Sauf qu'en vrai, si je prends du recul 2 minutes et que je compte le nombre de pulls jaunes que je vois dans la vraie vie et pas dans mon microcosme d'amateur de la sape, c'est loin d'être le comble de la banalité. Pourquoi est-ce que je te raconte ça? C'est parce qu'en fait je veux que pour le reste de la vidéo, non, en fait pour le reste de ta vie, tu gardes une idée bien ancrée dans ta tête. L'originalité, c'est relatif à un contexte. Comment bien se distinguer? Ce qu'on considère comme une originalité de bon goût, c'est toujours une originalité qui dévie légèrement de la norme. C'est là que je ressors l'étude d'Harvard intitulée The Red Sneaker Effect, qui montrait comment des professeurs d'université étaient perçus comme plus compétents et de plus haut statut social lorsqu'ils portaient des Converse rouges plutôt que lorsqu'ils n'en portaient pas, tandis que le reste de la tenue était identique. J'avais déjà utilisé cet exemple dans l'épisode sur les super pouvoirs du vêtement, mais il montre bien comment l'être humain valorise un équilibre entre l'adhésion aux normes et la distinction de celles-ci. La recette magique de la popularité vestimentaire, ce serait donc d'être capable de lire son environnement et d'être toujours un tout petit peu plus original que lui, pour être à la fois intégré et distingué. Et donc finalement, ce qu'on voit, c'est que les débutants qui m'envoyaient des mails avaient précisément la bonne intuition. Mais le problème, c'est que cette aptitude à lire son environnement, c'est absolument pas inné. Et pareil pour la capacité à se distinguer juste ce qu'il faut. Comment tu sais si c'est trop ou si c'est pas assez? C'est là que les amateurs te répondent tous sans exception. Nah, ma tu verras avec l'expérience et tous les sens, ouais. Et c'est vrai en fait, ils ont tout à fait raison, mais je sais pas toi, moi je trouve que cette explication laisse un petit sentiment d'insatisfaction. Distinguer les types d'originalité. Quand les gens me parlent de feeling, j'ai toujours la même envie. Je me dis toujours, oui mais si je trouvais un moyen de l'expliquer de façon rationnelle et universelle, un truc un peu logique qui permette à tout le monde d'appréhender les codes sans même vraiment s'y connaître. Parce que c'est bien beau de dire « Ah, tu verras avec l'expérience », mais c'est quand même super frustrant quand quelqu'un t'explique que quelque chose est super important, mais derrière il peut pas te l'expliquer. J'ai donc pensé à une grille de lecture, un genre de petit système qui te permet de distinguer 4 types d'originalité. L'originalité micro, mini, macro et méga originale. Plus c'est subtil, et moins on prend de risques dans l'intégration sociale, mais moins on a de chances d'être reconnu et remarqué pour notre distinction. Et à l'inverse, plus c'est manifeste, plus on est facilement reconnu et remarqué pour notre originalité, mais plus on prend aussi le risque de créer l'incompréhension, le rejet et donc l'échec social. Commençons par l'originalité que j'appelle micro. On pourrait citer par exemple la différence entre une couture anglaise et une double couture standard, ou le choix des boutons sur une chemise un peu particulier, ou encore l'angle d'un revers à cran qui peut varier entre un peu plus obtus et un peu plus aigu. Sur de la micro-originalité, la différence est ténue, elle est presque invisible comme son nom l'indique. C'est de l'ordre du micro-détail, du mini truc de poil de mouche. Même le passionné ne le remarquera pas forcément du premier coup d'œil, à moins d'être en mode scanner total de ta tenue. Dans la plupart des cas, ce genre de choses relève de ce qu'on appelle le plaisir égoïste, dans le sens où tu es le seul à le savoir et souvent le seul à en profiter. Pour l'originalité que j'appellerais mini, je dirais par exemple l'aspérité dans un motif classique, comme une rayure avec un effet trait de craie sur un tissu de costume. C'est aussi là que je rangerais le fameux charme wabi-sabi des matières japonaises, dont le grain et l'imperfection sont manifestes, sans nécessairement s'éloigner de l'idée de base qu'on se fait de la matière dans sa version classique. Ou encore sur la chaussure, le fait d'avoir différents types de broguing sur de la chaussure habillée, d'alterner entre de la long wing, de la quart de brogue, de la demi-brogue ou du full brogue. Pour ce qui est de la mini-originalité, en fait, la différence est suffisamment subtile pour qu'elle soit visible par les amateurs, mais qu'elle ne saute pas aux yeux des autres. En fait, sur le papier, quelqu'un qui emploie de la mini-originalité dans ses tenues s'habille un peu pareil que tout le monde, alors qu'en vrai, dans les détails, en pratique, c'est assez différent ce qu'il fait.
Maintenant, je vais parler de ce que j'appelle l'originalité macro. Ça devient vraiment original. Je dirais par exemple le fait de porter un motif un peu fort, mais pas clinquant non plus, tel qu'une veste à pied de poule, ou choisir des sneakers bimatières plutôt qu'unis, un pantalon à fermeture de jog pant ou D-ring plutôt qu'une fermeture classique. Ou même des choses aussi visibles que le fait de choisir un revers à pointe sur une veste plutôt qu'un revers à cran, placer une grosse martingale ou une ceinture sur un manteau, choisir des grandes poches carrées de postier plutôt que des petites poches passepoilées classiques, le fait de choisir une coupe un peu plus loose pour ton pantalon ou un manteau oversize ou au contraire d'être habillé beaucoup plus slim que la moyenne. C'est aussi là que je placerai le fait de choisir des couleurs un peu plus singulières pour tes vêtements mais pas choquantes non plus. Typiquement, porter un par-dessus noisette ou un pull jaune safran, c'est pas le scoop du siècle, mais ça passe rarement inaperçu. Bref, quand je parle d'originalité macro, c'est en fait le détail qui n'en est pas un. Ce sont des choix de design qui changent significativement chaque vêtement que tu portes. À ce niveau-là, l'originalité de ce que tu portes devient manifeste pour quiconque n'est pas totalement désintéressé par le vêtement. Et enfin, l'originalité méga. Bon là je suppose que tu la vois venir, à 100 mètres même, littéralement en pleine nuit tu la vois venir. Motif méga clivant et osé, couleurs qui choquent et qui captent instantanément l'œil, choix de design qui surprennent au premier coup d'œil, coupe très ample, très serrée, pièce à design asymétrique, porter la salopette ou toute pièce de créateur dont le but est littéralement de choquer le regard et de surprendre. Au niveau méga, l'originalité se voit comme le nez au milieu de la figure, à moins d'être aveugle ou éventuellement très distrait. Genre tu es au zoo, un tigre s'échappe de sa cage et tout court après, il se peut que tu ne remarques pas les gigantesques sneakers Lidl jaunes et bleus du mec juste à côté de toi qui court lui aussi. En fait, l'originalité méga, c'est aussi ce qu'on appelle dans le jargon le fashion statement, cette différence évidente que tu montres aux yeux de tous. Mais alors, comme d'habitude, à ce stade de mes longs raisonnements, tu vas sans doute me dire « Mais Nicolo, pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Où est-ce que tu veux en venir? C'est quoi l'intérêt de ces 4 originalités ?» Oui ça va, ça arrive, sois pas pressé. Si je te donne ces 4 termes un peu inventés pour parler d'originalité, c'est pour que tu puisses analyser ton environnement et jauger l'originalité et le nombre de déviations que tu y vois, ainsi que leur nature, pour que tu puisses adapter ensuite les tiennes. Tu regardes les tenues des gens et tu fais, par exemple, lui il a fait une originalité macro et 2 mini. Et selon l'objectif social que tu recherches à ce moment-là, tu peux décider de te faire un peu plus original que ton milieu ou au contraire plus discret. On va prendre des exemples concrets parce qu'en fait il y a plein de nuances. Je connais par exemple des vrais passionnés de sap qui adorent ça mais qui tiennent à ne jamais paraître surhabillés par rapport à leur environnement, qui lui n'est pas très porté sur la mode. Pour concilier ces deux besoins, ils optent pour énormément de détails micro et mini, de petites nuances sur un chambré texturé, des beaux boutons en nacre ou une belle corne nuancée, ou à la limite de temps en temps une couleur un peu plus forte, mais sur des pièces très simples. Ça leur permet à la fois de se faire plaisir avec des sapes un peu singulières et en même temps de ne choquer personne. Et puis les autres connaisseurs arrivent à voir qu'ils sont connaisseurs aussi. On peut aussi faire la stratégie tout à fait inverse et faire beaucoup d'originalité méga pour se distinguer d'un environnement qui est déjà dans une course perpétuelle à la distinction. Et ainsi naquirent les looks de la Fashion Week et du Pitti Uomo. Comme ces événements sont littéralement des foires à amateurs de sap, tout le monde est là en compétition pour se faire remarquer et il n'y a presque aucun risque d'en faire trop. Et si je prends l'exemple de la vie au bureau chez Bonne Gueule, si tu regardes les tenues de David, Jordan, Benoît ou même les miennes, je dirais qu'on est plutôt sur de l'originalité macro sur la majorité de nos pièces. Bref, c'est normal, on est entre nous, entre amateurs de sap au quotidien, et donc le curseur de la norme est un peu déplacé. Il y a une petite déformation professionnelle à force de voir des fringues toute la journée. Je vais conclure sur un dernier exemple, un cas un peu pratique du quotidien dont je connais les détails. Je vais te parler de mon meilleur ami qui a commencé à bosser en banque privée il y a 2 ans. Quand il est arrivé, il avait un enjeu très clair, faire bonne impression. Et faire bonne impression dans un milieu assez formel, avec une hiérarchie bien établie, ça passe autant par savoir montrer un certain bon goût que par le fait de ne pas trop se faire remarquer. T'imagines bien que quand t'as la vingtaine et que tu te ramènes dans un milieu rempli de gens qui ont 2, 3, 4, 5, 10 fois ton salaire et ton expérience pro, tu as vite fait de passer pour le petit con prétentieux si tu la ramènes trop, y compris avec tes vêtements. Or, à l'époque, il ne connaissait pas aussi bien les codes vestimentaires qu'aujourd'hui, alors il a dû faire un réel travail d'analyse de son entourage. Au tout début, il faisait même exprès de faire plus sobre que ce que les règles classiques suggèrent, juste pour pas avoir l'air trop bien habillé. Typiquement, il portait une cravate navy ton sur ton avec le costume bleu marine, ce qui est entre nous le comble de la chiantise sartoriale réputée comme d'un manque de flair manifeste.
Mais cette chiantise, en fait, c'est parfait si ton but est de ne pas rendre jaloux le mec qui va possiblement transformer ton stage en CDD et qui risquerait autrement de se dire « C'est qui ce petit dandy merdeux prétentieux avec ses cravates stylées là? C'est moi le patron !» Et oui, c'est un peu un tabou inavoué, mais souvent le style peut être perçu comme un peu menaçant socialement. Mais tu vois, aujourd'hui, cet ami, il a passé un certain temps dans sa banque, il connaît bien les gens, il s'est fait un peu sa réputation de mec à la fois sapé, sympa et sociable, si bien que il peut désormais se permettre de débarquer à la banque en Raincho Norwegian Rain par-dessus son costume de banquier. D'ailleurs, moi, la leçon que je retire de son histoire, c'est qu'il faut surtout pas oublier qu'un mec sympa et avenant, mais qui est habillé de façon originale, va se faire beaucoup plus facilement valoriser que s'il était désagréable. Parce qu'en fait, dans le cas où il l'est, tu peux être sûr et certain, mais alors garanti, que son originalité vestimentaire va être retournée contre lui pour le marginaliser. Ah, et au fait, j'ai choisi de parler de la question de l'originalité sous l'angle des pièces individuelles plutôt que des tenues et des combinaisons, pour une raison assez simple, c'est que c'est beaucoup plus facile à théoriser et à illustrer. Mais bien sûr, je pense que tout ce que je t'ai expliqué là s'applique aussi pour l'originalité des combinaisons entre les différentes pièces. Plus tu portes des pièces qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble, plus tu oses, plus tu prends de risques, et vice versa pour les combinaisons très classiques et attendues. Conclusion! Et voilà, ce 10e épisode est maintenant terminé. Avec ça, j'espère que tu y verras un peu plus clair sur ce que toi, tu as envie de renvoyer comme message social à travers tes vêtements et tes tenues. Ce que j'avais envie de faire avec cet épisode, c'était de placer des mots clairs et faciles à comprendre sur cette idée d'originalité qui est souvent perçue comme un peu magique et insaisissable. Du coup, ce que je te propose, c'est de me dire en commentaire quel est le type d'originalité des pièces que tu portes aujourd'hui. Micro, mini, macro ou même méga? Lâche-moi un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, je te dis à très bientôt.